Merci beaucoup à tout le monde, en tout cas tous ceux qui voudraient bien participer donc à l'émission. Donc aujourd'hui, nous allons discuter un peu du Sénégal, autrement dit de l'économie sénégalaise face à la crise de la Covid-19. Lorsque la crise est arrivée, comment nous l'avons accueillie, quelles sont les mesures qui ont été prises par nos autorités. Au-delà aussi, est-ce que l'exécution est correcte ou pas? Est-ce qu'on se prépare à l'après, comment on se prépare à l'après-crise, etc. Donc pas mal de questions qu'on pourrait bel et bien aborder pendant ces 60 minutes de discussion, d'échange. Qu'est-ce qu'on a constaté? Parce qu'au début du mois de mars, précisément le 2, le Sénégal venait d'enregistrer son tout premier cas de coronavirus. C'est ainsi que le président de la République avait convoqué très rapidement un conseil entouré des grands spécialistes du domaine au sein du palais de la République. Donc les gens ont discuté de la chose, ont pris ce qui a permis en tout cas au président de la République de prendre une toute première mesure qui consistait à dégager un budget de 1,4 milliard afin d'acheter les tout premiers besoins, en tout cas de faire face aux tout premiers besoins relatifs à la maladie. C'était vraiment engagé parce que d'après ces dires, il mettait en priorité en tout cas les dépenses relatives à la Covid-19. Autrement dit, en tout cas, tout au début, c'était comme ça. Ensuite, il fallait mettre en place une stratégie de communication, ce qui est extrêmement important. 2 semaines après, on a vu que chaque fois, on avait quand même de nouveaux cas, quelques cas importés surtout, avec le cas surtout de Touba qui avait contaminé pas mal de personnes. Ainsi de suite, à partir de mi-mars, vu que le nombre de cas ne cessait d'augmenter, même si on n'avait pas encore atteint des 100 cas, le président avait pris la décision de fermer les écoles, les universités, discuter aussi avec l'association des imams et oulémas du Sénégal. Les gens ont adhéré pour effectivement suspendre en tout cas les prières du vendredi, les prières quotidiennes et surtout la grande prière du vendredi, jusqu'à nouvel ordre. Je pense qu'il y a aussi d'autres décisions prises par rapport aux frontières, la fermeture des frontières, arrêt des vols, voilà, etc. Tout ça, c'était pour vraiment arrêter la propagation, en tout cas, du virus. Là, naturellement, on a constaté que depuis lors, le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Mais il faut reconnaître, en toute sincérité, que cette mesure, quand même, en tout cas, ont beaucoup ralenti la progression du virus. Voilà. Il y a beaucoup de débats par ça et là, en matière de communication et autres. Je pense que ce n'est pas mal, on peut toujours se positionner, mais il est plus facile, plus aisé de parler ou de commenter une situation, un fait, plutôt que de prendre une décision pour faire face à une situation. C'est pourquoi gouverner n'est pas du tout facile. Et c'est surtout apprendre à prévoir. Lorsqu'on gouverne, il faut prévoir. Il faut anticiper sur beaucoup de choses, ce qui est extrêmement important. Ensuite, vu que les activités, en tout cas, étaient au ralenti, beaucoup d'activités, d'autres même totalement à l'arrêt, il fallait quand même prendre des mesures pour accompagner les gens. C'est ainsi que le fonds Force Covid-19 a été mis en place et doté d'un budget de 1000 milliards. 1000 milliards pour vraiment accompagner d'abord les entreprises, nos concitoyens, parce que c'est tout à fait normal. Quelqu'un qui ne travaille pas et qui doit faire face à ses obligations mérite d'être accompagné.
C'est là où peut-être on marque une petite pause hein, pour discuter un peu de ces mesures, parce que en réalité, certains ont pensé que beaucoup de mesures prises chez nous ont été pratiquement imitées, pour ne pas copier directement de l'autre côté, hein, principalement en Europe. C'est difficile de dire le contraire, hein, d'autant plus que vraiment ce sont des mesures pratiquement similaires. Voilà. Mais en tout cas, tant que ça fait du bien au peuple, on ne peut que donc les saluer. Voilà. Peut-être là où encore il y a quelques problèmes à souligner, c'est que nos économies n'ont pas la même configuration. Prenez un pays comme la France ou encore l'Angleterre, prenez un pays comme la Belgique et autres. Donc dans ces pays-là, souvent l'informel occupe une part marginale. Autrement dit, tout est formalisé. Donc si les gens ne sont pas au travail, ne vont pas au travail, donc ça veut dire que si les entreprises suspendent les activités ou demandent à certains de rester, ainsi de suite, les gens peuvent verser des indemnités, des allocations chômage. Ceux qui sont même dans le travail pour le propre compte, même chose, ils peuvent plus bénéficier de l'accompagnement de l'État. Mais chez nous, malheureusement, c'est le contraire. Ce secteur qui regroupe plus de personnes, c'est le secteur donc, informel. Donc, dans ce secteur informel, parce que lorsqu'on parle d'informel, ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas officiellement donc, localisés. Hein. Autrement dit, lorsqu'on doit distribuer des aides, en principe, puisqu'ils ne sont pas identifiés, c'est difficile de pouvoir les affecter un budget. C'est ce qui est très compliqué. Et il faut le reconnaître, ces gens-là ont beaucoup souffert quand même donc, de cette crise-là. D'ailleurs, on profite de cette occasion pour dire que c'est le moment ou jamais de prendre vraiment la décision de penser quand même à moderniser ce secteur. C'est très important. Il faut le moderniser. Parce que lorsqu'on n'est pas bien organisé, lorsqu'il y a moins d'organisation en cas de problème, comme cette crise que nous sommes en train de vivre, ceux qui souffrent le plus, ce sont ceux qui sont moins organisés. Parce que si on est bien organisé, facilement, on peut donc avoir donc, un porte-parole, on est bien organisé, on peut avoir accès aux médias, on peut rencontrer les autorités. Et voilà, lorsqu'il y a des aides qui sont donc prévues, chacun pourra prendre effectivement donc, sa part. Donc voilà, donc je pense que sur ce plan-là, il y a beaucoup d'argent donc à tirer. Maintenant, il fallait rapidement passer donc il y avait un débat qui existait, est-ce qu'il fallait passer directement au confinement général ou encore semi-confinement. En fait, vu qu'on est en état d'urgence avec le couvre-feu, ça devrait pouvoir donc aider en tout cas à faire moins de déplacements et au-delà aussi limiter quand même la propagation du virus. Effectivement, mais vous savez, si les gens ne travaillent pas, quelqu'un qui se débrouille tous les jours pour nourrir sa famille, on ne peut pas se contenter de demander de rester sans pourtant l'appuyer. C'est ainsi que le gouvernement avait débloqué donc, un montant donc, de 69 milliards destiné donc des vivres, hein, autrement dit des aides alimentaires, et avait ciblé quand même à peu près donc 1 million de ménages, ce qui n'est pas mal. Sauf que là encore il y a un autre débat qui a été soulevé, sur quelle base on allait choisir ces gens-là, parce qu'on sait que la base, c'est d'abord les bourses familiales, ensuite on complète, on actualise quoi, on complète. Donc il y a un débat qui existe, en tout cas sur même l'origine ou en tout cas les critères d'attribution de ces bourses familiales. En tout cas, lorsqu'on écoute un peu les différentes émissions, lorsqu'on suit la population, lorsqu'on se déplace par ça et là, ce qu'on constate, c'est que dans la plupart du temps,
la majeure partie en tout cas des gens qui bénéficient de ces bourses familiales donc, ont une appartenance politique, ont une connotation politique. Donc, ce qui fait que depuis le départ, pour déjà contester les listes. Parce qu'en disant que si on se base uniquement sur cette liste-là, très donc les gens d'un camp ou d'un côté soient privilégiés à d'autres. Alors en réalité, ça devrait juste passer en fonction, donc ce sont des critères en fonction du revenu. Ceux qui ont des revenus faibles devraient pouvoir en bénéficier. Donc il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là, et jusqu'à présent d'ailleurs. Et ensuite, ce qu'on avait constaté également, concernant toujours ces aides alimentaires, une forte commande qui avait été lancée. 100 000 tonnes de riz, je pense. Là aussi, avec donc, le transport, à chaque niveau, il y avait toujours des problèmes. Certains contestaient et il y avait surtout ce problème donc, de transparence qui était souligné. Pour les camionneurs qui devaient véritablement transporter ces aides alimentaires, on avait, je pense, d'après les discours du ministre, bien sûr, du développement communautaire, avait dit que ceux qui étaient sélectionnés, c'était ceux qui avaient au moins donc, une cinquantaine de camions. Mais on sait pertinemment que les transporteurs, en tout cas au Sénégal, qui ont plus de 50 camions, on peut vraiment les compter. Donc pourquoi ignorer ceux qui disposent d'une quarantaine ou d'une trentaine? Il suffit juste de prendre 30 et 40, vous êtes déjà à 70, vous dépassez celui qui a 50 ou 51 camions et qui sera pris, et à côté, vous laissez voilà, une partie importante. Et en plus, comme le chef de l'État avait donné des instructions fermes à ce que l'aide alimentaire soit acheminée, donc arrive à destination, en tout cas dans les 15 jours maximum. Ça veut dire que plus de 600 camions pour le faire, on ne peut pas trier et véritablement comme s'il s'agissait d'un marché protégé, voilà, en faveur de quelqu'un. En tout cas, ça laissait les gens quand même un peu dans le doute. Mais là également, on peut dire que c'est vraiment dramatique parce que bientôt 3 mois. Bientôt 3 mois, jusqu'à présent, certaines localités continuent à réclamer. Ça veut dire qu'on continue encore à effectuer donc les distributions. C'est quelque chose qui ne devait pas dépasser 15 jours, qui va bientôt faire 3 mois, il y a un problème. On n'est pas là pour critiquer tout, sur tout ce qui est, donc, pour tirer sur tout ce qui bouge, hein, loin de là. Mais je pense que quand même, pour quelque chose dont on pense qu'on est capable de le faire en 2 semaines, avec une semaine de supplémentaire, 3 semaines, ça devrait suffire. Mais pendant presque 3 mois, on n'a pas encore fini. Et on avait également constaté que tout n'était pas même sur place. Parce qu'il y avait dans certaines localités où il y a le riz qui arrive, ensuite on attend le reste, et ainsi de suite. Il me semblerait même que un mois et demi après, celui qui avait gagné le marché du sucre n'arrive pas encore à honorer ses engagements, ce qui faisait qu'à un certain moment, ça avait créé beaucoup de problèmes, etc. Bref, c'est pour montrer que la décision, l'intention en tout cas prise par les autorités ou l'autorité donc suprême donc, de la République n'était pas mauvaise, mais le problème se trouvait surtout dans l'exécution. Voilà. Pourquoi c'est lenteur? Qu'est-ce qui l'explique? Où est-ce que ça n'a pas marché? Il faut informer les gens. Les gens ont besoin d'avoir la bonne information. C'est très important. Parce que vous ne pouvez pas donc, faire une annonce au niveau des médias. Les gens sont là en train d'attendre. Et 1 mois, 2 mois après, ils ne voient rien. Et ils ne reçoivent pas la bonne information. Je pense qu'il faudrait quand même continuer à communiquer davantage. Voilà. Surtout éviter de faire ce qu'on appelle de la récupération politique, parce que souvent c'est ce qui vraiment caractérise nos pays, hein, de manière générale. À chaque fois qu'on pose un acte fort, à chaque fois qu'on accompagne les gens, on voudrait faire de la récupération politique. Alors qu'on oublie souvent que c'est l'argent du contribuable qui retourne au contribuable. Ça, c'est très important. Très important. Je me souviens encore, pour une petite parenthèse,
en 2013, lorsque le président Macky Sall avait pris la décision d'orienter tous les bacheliers. Et donc, ça veut dire que c'était une mesure donc, à saluer, parce que nous, lorsqu'on avait le bac à l'époque, dans le marché public, chaque université prenait juste selon sa capacité d'accueil. Puis le reste, les gens se débrouillaient avec leurs parents, c'est pour aller dans le privé ou encore faire autre chose. Cette fois-ci, les universités publiques prennent leur capacité d'accueil et le reste, on va entrer dans le privé. C'était une décision courageuse qu'on avait saluée. Voilà. Mais on avait aussi alerté en disant attention, ce qu'il faudrait saluer, c'est la volonté politique. Mais n'oubliez pas que c'est toujours l'argent du contribuable qui retourne au contribuable. Ça, c'est très important donc, à souligner. Donc voilà. En tout cas, ce qu'on peut retenir donc, de ces aides alimentaires, la distribution a été quand même donc, un échec. En tout cas, ça n'a pas connu un grand succès. Parce que si, malgré tout ce que les gens disaient, si au moins on l'avait exécuté dans les délais, on pouvait comprendre ce qui n'a pas été le cas. Donc ça a beaucoup traîné. Jusqu'à présent, l'autorité concernée n'a pas encore fait une sortie officielle pour nous expliquer clairement qu'est-ce qui explique ce retard. De connaître la vérité. Donc c'est ça aussi, le problème de transparence. Parce que si on ne communique pas, on laisse les gens avec des rumeurs, malheureusement, c'est pas comme ça aussi qu'on va gagner de la confiance. Voilà. Ensuite, on a vu les autres secteurs se manifester, parce que pratiquement, comme on l'avait annoncé tout au début, c'est une crise qui a touché pratiquement tous les secteurs. Certains secteurs, bon, c'est vrai, tout le monde n'est pas touché de la même manière. Si vous prenez ceux qui sont dans le tourisme, par exemple, tout est à l'arrêt. Parce que les touristes, là où les avions, tous les avions sont coulés au sol, ça va être difficile de relancer donc, le tourisme, hein, d'autant plus que la plupart donc, des touristes donc, nous viennent de l'étranger. Voilà, on ferme les frontières pendant 3 mois, ça veut dire que ce secteur-là est vraiment en crise profonde. L'enseignement, c'est la même chose. Il s'agit de l'enseignement moyen, donc primaire, moyen ou encore donc, secondaire et même supérieur. Parce que pour le public, ça va, mais n'oubliez pas que presque le tiers de l'effectif des élèves ou encore des étudiants se trouve, il me semblerait que ce tiers se trouve dans le privé. Voilà, un peu moins du tiers. Donc ça veut dire que ces gens-là aussi ont ressenti notamment cette crise-là. J'ai même eu à échanger avec certains responsables d'écoles, surtout dans le supérieur, qui me disaient quoi? Que pendant pratiquement 2 ou 3 mois, ils n'ont pas eu aucun encaissement. Pour quelqu'un qui doit payer des salaires, qui doit faire face au loyer et à d'autres obligations, l'État, effectivement, devrait aussi donc les accompagner. Il y a quelques gestes par ça et là, mais qu'on juge quand même insuffisants. Hein. Je pense que pour le privé, donc dans le moyen secondaire, l'État avait décidé de les accompagner pour un montant de 1 milliard, qui était très, très faible. Parce que si d'après l'annonce ou la réponse, en tout cas, de leur syndicat, les gens avaient dit qu'en faisant le dispatching, quoi devait se trouver environ 300 000 francs. Donc, c'était pas du tout bon. Si vous prenez le supérieur jusqu'à présent, donc les choses traînent, il me semblerait qu'ils ont commencé déjà même à livrer certains chèques pour le privé, donc pour solder la dette, mais pas encore pour les accompagner. Parce que l'État avait prévu dans la loi de finances initiale, je pense, un montant de 8 milliards pour payer donc la dette due au privé, hein, donc du supérieur. Voilà, pour tout ça, parce que, pour montrer que il fallait en tout cas accompagner les gens pour effectivement relancer l'économie. Bon, ce plan de relance qu'on va appeler simplement programme de résilience économique et sociale du président Macky Sall ne manque pas non plus d'ambition, hein, parce qu'il ne faudrait pas être un nihiliste. Faire le tour un peu de la sous-région, il n'y a pas en tout cas beaucoup qui ont fait mieux que lui sur ce plan-là. Voilà. Maintenant, ma crainte reste toujours comme celle du début. Hein. Comment on va exécuter? Quels sont les hommes à mettre en place pour
bien exécuter ces missions-là. C'est ça ma crainte. Parce que tout au début de l'annonce de 109 milliards pour les aides alimentaires, je me rappelle le jour où le lendemain, j'avais accordé une interview donc, à une télé de la place. Je l'avais dit que je reste sceptique jusqu'à la preuve du contraire. Si les choses se passent bien, en tout cas c'est ce qui va me surprendre, mais pas le contraire. Pour la seule et simple raison que quelqu'un qui a parfois du mal à distribuer correctement les semences et les engrais aux paysans, si on lui demande de cibler 1 million de ménages pour distribuer ces kits-là alimentaires, ça m'étonnerait que ça se passe bien. Oui, parce qu'on se souvient encore de ce fameux ces fameux échanges égourous qui existaient entre deux hauts responsables. Chacun donc lancé de colibé à l'autre. Un journaliste, ancien secrétaire d'État, avait donc dit à donc son frère de parti, ou son camarade de parti, qu'il avait bénéficié de 2000 tonnes de semences. J'ai bien dit 2000 tonnes, je n'ai pas dit 1 tonne ni 2 tonnes, 2000 tonnes de semences. Au moment où le pays natal ou au photo à Fongolimbi ne souhaiterait obtenir que 50 kg ou 100 kg d'arachide, on se permet de mettre 2000 tonnes à quelqu'un parce que, soi-disant, c'est un gros producteur. Où est-ce qu'il va semer ces 2000 tonnes? Il faut qu'on soit sérieux. En fait, avec toutes ces responsabilités et ces revenus qui pouvaient peut-être avoisiner les 10 millions ou plus, rien avec ses postes électifs et nominatifs cumulés. Je ne parle pas maintenant de son business parce que c'est un homme d'affaires. Ça veut dire que lui, il n'a pas de problème pour avoir donc, au moins donc, des semences. Au moment où il y en a certains dont on est sûr et certain, ils n'ont pas de semences. Et ils ne comptent que sur le temps. Si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, ils le attendent jusqu'à l'année prochaine. Il fallait penser à ces gens-là. Mais la réponse a été plus cinglante puisque le monsieur-là avait demandé à cet ancien journaliste, bon, qui est toujours d'ailleurs dans le domaine puisque c'est le directeur général du Soleil. En fait, parler des noms des gens importe peu parce que nous, on parle des faits. Voilà, on fait une analyse. Il avait invité simplement à la liste de tous les bénéficiaires. Ça veut dire qu'il n'est pas seul. Il n'est pas du tout seul. Voilà. Donc, et il est allé plus loin en disant qu'il y a même le mari d'une ministre de la République qui a bénéficié de 4000 tonnes de semences. Moi, je me suis dit que je ne comprends pas. Dans un pays où certains réclament juste 50 kilos à semer ou 100 kilos, on se permet de donner à d'autres certains 1000, 2000 tonnes, 3000 jusqu'à 4000 tonnes. Bon, je ne sais pas s'il y en a même certains qui en ont plus ou pas. Alors qu'on se disait qu'on voudrait quand même relancer l'agriculture et atteindre certains résultats, pour ne pas dire se projeter vers l'autosuffisance. On joue avec qui? Parce que voilà, on n'a pas besoin de jouer avec le peuple. Parce que ces 2000 tonnes, 4000 tonnes autres là, ce n'est pas donc des semences destinées à être semées. Donc voilà, au champ, hein, souvent dans la plupart du temps, si vous continuez à mener la réflexion, à faire une enquête, dans la plupart du temps, c'est destiné à des usines. On vous donne le truc, vous recevez environ un chèque. On se retrouve ici à Dakar, dans les cafés, à discuter, voilà, à prendre du thé, et ainsi de suite. Voilà. Au moment où les gens sont en train donc, de chercher de gauche à droite pour avoir de quoi semer. Est-ce que ça c'est normal? Maintenant, quelqu'un qui ne peut pas prendre au sérieux une chose aussi importante, nourrir sa population, est-ce que vraiment, si on lui demande de faire l'autre mission, il pourra le faire avec autant donc, de sérieux? Moi, je reste quand même très dubitatif. Et jusqu'au moment où je vous parle, en tout cas, les faits me donnent raison. Puisque quelque chose qu'on devait exécuter depuis 15 jours, ça fait 3 mois, c'est pas encore fini. Alors, donc, encore une fois, nous avons quand même intérêt, en tout cas, à être beaucoup plus rigoureux dans ce que nous sommes en train de faire. D'ailleurs, je pense qu'après, le président a fait une sortie pour dire que désormais, on va supprimer ces histoires de gros producteurs, voilà, et s'adresser directement donc, aux concernés. Bon, attendons de voir ce que ça va donner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, certaines régions ont reçu les toutes premières pluies.
jusqu'à présent, ont reçu donc les toutes premiers pluies et jusqu'à présent, la distribution n'a pas encore démarré. Donc ça veut dire qu'on risque encore d'accuser du retard. Pour quelqu'un qui gouverne, qui n'est pas au pouvoir ni pour la première ni pour la deuxième année et qui a été déjà là au plus haut niveau, je pense que quand même ça devait être des détails. Parce qu'on ne peut plus parler de manque d'expérience puisque l'expérience est là. Bon, c'est ce qui m'a poussé à rester sceptique lorsqu'on pensait parler donc de la distribution des semences. Voilà. Autre chose, cette crise en tout cas a fortement affecté donc nos économies. Tout au début, lorsqu'on faisait les projections, bon, je pense que dans la loi de finances initiale, avec les projections de croissance qui devaient quand même tourner autour de 7%, disons 6,8% exactement. Avec la crise, un mois et demi, 2 mois après, on a revu les choses à la baisse en pensant qu'on va perdre au moins 3 points. Aujourd'hui, on parle donc de 1%. Et forcément, la tendance va se poursuivre. Ce qui veut dire quoi? Qu'on se dirige ou on est déjà même donc en récession, puisque la récession n'est rien d'autre qu'une baisse donc, du PIB, donc trimestriel, donc sur 2 trimestres, sur au moins 2 trimestres consécutifs. Et c'est ce que cette déclaration faite par le chef dans une interview accordée hier ou avant-hier donc au journal donc, britannique là, The Financial Times. Ce qui est tout à fait logique. Vous partez sur des pertes de recettes depuis le 300 milliards. Beaucoup, pour l'instant, j'ai bien dit, ce n'est que du provisoire, puisque lui-même nous rappelait que si ça continue, et effectivement, on ne sait pas encore que ça va s'arrêter, on ne sait pas encore. J'ai l'habitude de le dire, on ne connaît pas encore la durée, ni l'ampleur, encore moins la profondeur. Donc, toute décision prise, en tout cas, c'est juste pour atténuer. Voilà. Mais il faut que, je l'ai dit tout à l'heure, donc, ce fonds de 1000 milliards de ambition. Et ce qu'on constate souvent, après une crise, c'est ce qu'on appelle la relance de l'économie. Donc, les secteurs sont censés bénéficier de financement et surtout de pouvoir redémarrer. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant pour que notre économie devienne encore plus compétitive, plus attractive? Je vais y revenir tout à l'heure. À noter, à signaler parce que c'est très important, on ne peut pas l'ignorer. Parce qu'on espérait que certaines entreprises engagées dans l'exploitation du pétrole et du gaz devaient démarrer leurs activités et qu'à partir au début 2022, les premiers barils vont sortir. Là encore, d'après le discours officiel, parce que ça vient du président de la République, beaucoup de dates, en tout cas, beaucoup de choses là dans ce milieu, donc dans ce secteur, seront décalées d'au moins 2 ans. Voilà. Donc ça veut dire que toutes les recettes qu'on attendait de l'exportation du pétrole et du gaz, donc voilà, seront encore, toutes les prévisions seront revues à la baisse. Maintenant, comment on doit se comporter, comment il faudrait accompagner les secteurs, mais aussi relancer l'économie. Les leçons quand même que nous avons tirées de cette crise, d'abord sur le plan agricole. 60 ans après les indépendances, lorsqu'on a besoin de nourrir la population, il faut se tourner vers l'extérieur. Je pense que ça quand même, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Surtout dans un pays où il y a de l'eau, il y a des terres et il y a une jeunesse qui est majoritaire et qui ne demande que du travail. Donc, il faudrait reconnaître, mais aussi les accompagner. C'est très important. Imaginez les 100 000 tonnes de riz importés pour distribuer donc avec les aides alimentaires. On aurait dû créer les conditions jusqu'à ce que quand cela soit
au Sénégal. Bon, c'est vrai que c'est lancé en 2015, donc l'autosuffisance alimentaire en riz en 2017, ce qui me semble être un délai extrêmement court. Voilà. Un bon significatif a été réalisé, ça c'est incontestable, mais on n'a pas encore atteint l'autosuffisance. Là aussi, parce que ceux qui travaillent avec lui ou encore, en tout cas qui donnent des conseils, parce que lorsqu'on travaille quand même avec l'autorité, même si elle vous dit que je veux ça dans les 2 ans, il faut juste lui dire ce qui est possible. Ce n'est pas parce qu'on voudrait lui dire oui, qu'il faudrait lui dire des choses qui ne tiennent pas. Voilà. On veut réaliser ça dans 2 ans. Oui, monsieur le président, c'est possible. Tout en sachant quand même dans 4 ans, ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça qu'on honore quand même son chef. J'aurais préféré que vous ayez quand même une divergence parce que vous l'avez clairement expliqué ce qui est possible. Quelques années plus tard, il fait appel encore à vos services parce que vous avez raison par rapport à d'autres qui avaient dit que c'était possible. La preuve, ce qu'on est prévu en 2017. Excusez-moi avec quelques processus techniques avec la connexion. Voilà, donc nous étions en train de parler de cette organisation, donc notamment sur le plan agricole, en disant que il y a une manne financière qui nous a échappé. Alors on aurait dû quand même véritablement capitaliser, donc on peut tout capter. Donc nous devons travailler pour qu'une telle chose ne se répète plus. Parce que quand même 60 ans après l'indépendance, on n'a même pas besoin de dire qu'on va atteindre l'autosuffisance alimentaire en l'autosuffisance alimentaire. Oui. Besoin en 1000, nous devons nous battre pour les coûts totalement. Que ce soit en niébé ou autre. Travailler pour vraiment donc les transformer. En tout cas, on a même ces choses-là depuis la dévaluation du CFA donc en 1994. Depuis lors, les gens ont fait quand même vraiment beaucoup de progrès. Ça, il faut l'avouer, mais il faut continuer encore. Il faut continuer. Voilà. Notre base alimentaire étant le riz, donc la culture quand même ne pourrait pas être négligée. Là également, il y a un souci avec la commercialisation, même si les commerçants, en tout cas de l'Union, ont donné donc leur accord, commencer d'abord à acheter en tout cas le riz localement, donc pour permettre avant donc de continuer à importer donc le reste. Beaucoup de Sénégalais jusqu'à présent ont consommer donc le riz importé. Aussi, les services compétents, en tout cas concernés, devraient continuer la réflexion pour savoir pourquoi exactement ils préfèrent le riz importé par rapport au riz local. Voilà, et essayer de s'adapter et tout ce qu'on recherche. Tout ce qui est, en tout cas, besoin en tant que technique pour transformer cette production afin que ça corresponde aux besoins des Sénégalais, à leurs désirs. Il faudrait accompagner donc les producteurs donc dans ce sens-là. Nous devons aller plus loin en quand même modernisant l'agriculture, parce que tout à l'heure j'avais dit qu'avec cette crise-là, ça devrait nous pousser à moderniser donc le secteur informel. Ça, c'est qui est là, c'est un impératif. Et eux-mêmes, les gens du secteur informel, ils en ont tellement souffert qu'ils devraient préférer, tant soit peu, quand même à mieux organiser ce secteur-là. Parce que nous venons de sortir d'une crise, on attend la prochaine. Donc, ça veut dire que, voilà, et comme il n'est jamais trop tard, on a intérêt à travailler dans ce sens-là. Nous devons continuer pour la moderniser, donc investir pour sa mécanisation, mais surtout appuyer davantage
les organisations paysannes. C'est très important. Parce que depuis un certain temps, on fait des terres à des Indiens, donc d'autres nationalités. Ce n'est pas mal, hein, parce que nous vivons à l'ère de la mondialisation. Mais ce qui est mauvais, c'est le fait. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, comme on l'avait déjà dit, il faudrait encourager le consommé local, mais il faudrait investir, accompagner les producteurs locaux. C'est très important. Le fait de recevoir d'autres nationalités, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Nous vivons à l'ère de la mondialisation, il faut ouvrir les frontières. Autant les autres peuvent venir investir, s'installer sur nous tranquillement, autant aussi les Sénégalais peuvent le faire ailleurs. Mais vous allez dans le monde rural, vous devez laisser aux paysans leurs terres pour ensuite les affecter à des Indiens ou autres qui les emploient pour les payer des salaires misérables, pour ne pas dire minables. Je pense que vous les plongez davantage dans la pauvreté. Parce qu'au moins avec leurs terres, même si le niveau de rendement laissé à désirer, après donc, les récoltes, après l'hivernage, ils avaient quand même une autonomie pendant au moins près de 6 mois ou plus. Après qu'ils vont se débrouiller, voilà, pour vivre quelques périodes difficiles, mais là, ils seront vraiment dans la pauvreté chronique toute l'année. Toute l'année, ça ne fera pas en tout cas recueillir la pauvreté. C'est pourquoi moi je pense que certes il faut théoriser la modernisation de la culture, parce que ça c'est un impératif. On aura beau théoriser les terres de nos ancêtres, les terres de nos ancêtres, c'est pertinemment que les mêmes techniques agricoles qu'on utilisait il y a 30 ans ou 40 ans de cela, on ne peut pas se permettre de continuer la même chose. Puisque nourrir 5 millions de Sénégalais ou nourrir 10 millions de Sénégalais ou encore 15 millions de Sénégalais, ce n'est pas tout la même chose. Voilà, donc comme la population augmente, il faudrait continuer quand même à réfléchir et à moderniser davantage ces techniques. Moi je pense que c'est extrêmement important. Là, je pense plutôt à ce qu'on fasse l'effort nécessaire pour accompagner les organisations paysannes, pour accompagner donc les producteurs, en tout cas à la mécanisation. C'est très important. Voilà, dans ce cas, les gens pourraient donc produire en grande quantité et surtout voilà, assurer quand même donc, par alimentaire, parce que ça mérite vraiment donc ça mérite réflexion, autre secteur qu'on ne peut pas négliger, c'est donc le secteur donc du tourisme, hein, le secteur du tourisme qui a beaucoup souffert de cette crise, pas ici seulement mais partout dans le monde. Voilà, maintenant comment les accompagner, comment aussi préserver les emplois, c'est difficile. C'est difficile parce que lorsqu'on n'a pas des rentrées et on continue encore à payer les salaires, parce que l'État le disait, on avait donné injection aux entreprises de ne pas licencier, mais surtout d'assurer même le paiement jusqu'à hauteur de au moins 70%. Il va falloir que ces gens-là aient de la liquidité, plutôt une certaine garantie donc bancaire. Si tel n'est pas le cas, ce n'est pas toujours évident. D'autres secteurs l'ont ressenti, toujours dans ce milieu-là, parce qu'on parle donc du tourisme, donc voilà, l'hôtellerie, la restauration, voilà, les agences de voyage, avec notamment aussi une nouvelle qui est tombée il y a 2 jours de cela, je pense, avec l'annulation du pèlerinage de la Mecque cette année, vu que les pertes sont pour le moment estimées à 40 milliards pour ceux qui sont dans ce secteur-là. Oui, parce qu'ils avaient déjà peut-être prévu engager quelques dépenses. L'État aussi devrait pouvoir les écouter et les accompagner. C'est ça un État. Parce qu'à chaque fois qu'on redynamise, en réalité, on augmente ses possibilités de récolter des recettes, de récupérer des recettes. Donc c'est pourquoi on n'a pas le droit de laisser aucun secteur dans l'agonie. Voilà, il faut chercher à
accompagner, il faut chercher donc à relancer, il faut chercher à former davantage pour améliorer ce qu'on appelle la productivité. C'est très important parce que lorsqu'on améliore la productivité, donc ça engendre ce qu'on appelle des gains de productivité, ce qui est quand même intéressant pour tout le monde, toutes les parties prenantes au sein de l'entreprise. Voilà. Autre chose, c'est surtout l'emploi des jeunes. Donc il faudrait vraiment relancer. Hein. Après cette crise, il faut voir donc, les secteurs où donc, les jeunes s'activent pour essayer cette fois-ci d'injecter des fonds, mais de continuer encore à les encadrer. C'est très important. Qu'il s'agisse de lancer des régimes comme de ce régime-là, les gens font en tout cas de l'emploi des jeunes une priorité. Après les déclarations, mais parfois ce sont les actes posés qui posent problème. Il y a juste 48 heures de cela, 2 jours de cela, j'ai entendu le directeur de l'ANPEJ même nous dire que pour l'instant il y a au moins près de 4 milliards de dettes à recouvrer auprès des bénéficiaires. Il faudrait que ces gens la remboursent puisque les autres aussi ont droit à bénéficier de financement. Donc c'est très important, il a le courage de le dire, mais la question que je me pose souvent, sur quelle base ces gens-là ont été sélectionnés? C'est ça aussi. Parce que si vous laissez à côté certains qui ont des projets fiables et viables, on les ignore à cause peut-être d'autres raisons qui ne sont pas forcément objectives pour financer les gens qui parfois n'ont même pas un projet ou se débrouillent pour présenter juste quelque chose pour un financement. On ne va pas entrer dans ces détails-là. En tout cas, ils savent très bien ce qu'on dit. Puisque nous sommes donc dans ce pays et on ne vit pas à l'isolement, on est au sein de la société, etc. Voilà, tout ça c'est des choses à éviter. Bref, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux parce que quand même l'avenir de ce pays-là appartient aux jeunes. Donc tout ce qu'on fait qui est relatif aux jeunes, nous devons être beaucoup plus sérieux, appliquer beaucoup plus de rigueur. Donc c'est extrêmement important. C'est important. Maintenant, il y a un débat qui existe, je ne pourrais pas totalement finir sans pour autant l'aborder, c'est surtout l'éducation et la formation. Donc, en tant qu'enseignant, voilà, dans mon secteur. Le débat existe sur comment faire pour valider l'année. En tout cas, on pense déjà que pratiquement les premiers trimestres ont été déjà bouclés. Il ne reste qu'un trimestre pour les élèves. Donc ça va être très compliqué d'annuler l'année. Voilà. Pour l'instant, en tout cas, pour les autres classes, ce qui est sûr, c'est qu'on attend jusqu'à la rentrée prochaine pour, dans un premier temps, dérouler 1 mois de renforcement avant d'aborder le programme. Pour ceux qui sont en classe d'examen, puisqu'on n'a pas dit que tous ceux qui ont la moyenne peuvent réussir, pour ce qui est anormal, parce que c'est une évaluation. Donc on pense qu'il faudrait qu'ils retournent à l'école, etc. D'ici là, on pourra organiser les examens. En tout cas, le débat encore est là, ça reste toujours animé. Hein? Voilà, parce qu'au moment où peut-être on n'avait que quelques cas, l'heure était très grave. Là où ces cas-là ont été multipliés par N, on dit que maintenant les jeunes peuvent aller à l'école. Parce que certains peuvent penser que c'est gravissime. Mais bref, il faut reconnaître qu'en cette période-là, tout au début aussi, on ne connaissait pas trop la maladie. Il y avait trop de tâtonnements, parfois déclarations par ça et là, ici comme d'ailleurs. Alors que quand même, maintenant, il y a cette philosophie-là qui nous dit qu'il faut apprendre à vivre avec le virus. Donc, en respectant les mesures barrières, donc, et surtout, donc, en prenant toutes les dispositions dictées ou en tout cas imposées par les autorités sanitaires. Je pense que toute institution qui est en mesure de respecter ces dispositions devrait pouvoir, en tout cas, continuer à donner ce cours, en essayant quand même autant que possible de réduire le temps en présentiel. Voilà. Là encore, pour le supérieur, ça ne pose pas de problème. Le problème, c'est surtout pour l'école primaire, le moyen.
Même pour le secondaire, en principe, ça devrait être facilement négociable. Hein. Voilà. Mais c'est surtout au niveau inférieur où les gens ont besoin vraiment de plus de présence, de plus d'accompagnement. Voilà. Mais encore une fois, ce qu'on peut retenir, c'est que nous venons en tout cas de traverser donc, une crise d'une ampleur extrême. Certains même disent que c'est l'équivalence en tout cas de la crise de 29 ou même ça va être beaucoup plus sévère puisque ça continue et on ne connaît pas encore tous les dégâts. Certains spécialistes du domaine craignent même ce qu'on appelle une deuxième vague. Que Dieu nous en garde. Oui, parce qu'ils ont pensé un peu, je pense à la grippe espagnole, je pense, hein, qui était venue et revenue. Après une première vague, c'est la deuxième vague qui a été extrêmement mortelle. Donc les gens pensent toujours donc, à cette chose-là, ce qui fait qu'on voudrait dire que même si la maladie recule, il faudrait continuer à préserver les mesures barrières. Voilà, porter son masque, voilà, se laver tout le temps donc les mains et surtout garder avec soi sa solution hydroalcoolique. Voilà. Bref, en le faisant, on pense que voilà, comme toutes les autres épidémies, ça finira par partir. Mais il va falloir que les gens soient beaucoup plus disciplinés. C'est extrêmement important, beaucoup plus disciplinés. Parce que ce qui fait que la Chine, malgré sa population, a connu moins de morts que les autres, ce qui l'explique, ce n'est que la discipline. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a que la discipline qui l'explique. Voilà. Donc, nous devons en tout cas tirer les enseignements de cette situation-là. Voilà. En période de crise, ce qui est important à tous les niveaux, c'est de montrer surtout sa capacité de résilience. Comment faire face à la crise? Parce qu'on n'est pas en train de vivre une situation normale. Donc vous ne pouvez pas avoir que tout se passe selon les règles de manière normale. C'est impossible. Voilà. Maintenant, c'est à partir de là que tout un chacun voilà, montre ses capacités de résistance, ses capacités d'adaptation. Raison pour laquelle par exemple, nous qui sommes du supérieur, en tout cas, nous avons mis en place, ou en tout cas, ce qu'on appelle les cours en ligne, existaient déjà, mais qui étaient très peu exploités. Donc, je pense que même après la crise, ça va être quand même boom, hein, donc de ces cours en ligne, puisque les gens l'utilisaient mais très peu, alors que c'est très pratique, c'est extrêmement pratique. Parce que l'enseignant est là pour accompagner, donc toutes les ressources sont mises à disposition des apprenants voilà, qui vont fournir l'effort de les exploiter. C'est ce que j'ai l'habitude de dire donc, à mes étudiants, que certains sont habitués à n'apprendre les leçons qu'à la veille d'une évaluation, mais avec les cours en ligne, cette méthode n'est pas du tout opérationnelle. Donc il faut rester constant dans l'effort, parce que c'est à vous d'exploiter les documents. Ensuite, l'enseignant est là pour expliquer, pour vous accompagner. Donc ça, je pense que ce sont aussi des conseils qu'on cesse de leur donner. Encore une fois, l'économie sénégalaise, comme la plupart des économies de ce monde, souffre des conséquences de la Covid-19. Ces conséquences qui font que toutes les prévisions de départ ont été remises en cause. Prévisions de départ en matière de croissance, prévision de départ en matière de création d'emplois et surtout en matière d'atteinte en tout cas des objectifs, hein, ce qu'on appelle souvent certains objectifs du millénaire, les OMD, faire reculer davantage la pauvreté, parce qu'on sait qu'avec cette crise-là, au contraire, le nombre de pauvres va quand même, donc le nombre va augmenter, ça c'est incontestable. Voilà. Le FMI, même prévu aussi, dans la même mesure que le Sénégal, donc une baisse en tout cas, et la Banque mondiale, hein, donc une baisse du PIB mondial. Donc la croissance mondiale va aussi beaucoup reculer. Donc bref, pour s'en sortir, en tout cas le pays qui va s'en sortir le mieux, c'est celui qui a réussi à développer davantage sa capacité de résilience. Mais au-delà, on devrait aussi tirer les enseignements de cette crise-là pour mieux se préparer à faire face aux prochaines.
crise, parce que c'est ça le monde aussi. Les crises viennent tout le temps. Voilà, mais à chaque fois qu'il y a une crise, on tire les enseignements, on se prépare. Voilà, on augmente nos capacités, parce que par exemple, ce qui s'est passé avec nos structures sanitaires, qui avaient quand même des capacités extrêmement donc, faibles, voilà. Parce qu'après cette crise, forcément, ce secteur-là devrait être davantage donc, renforcé pour effectivement s'attendre au cas où une autre crise donc, serait là, on devrait être en mesure donc, de mieux nous organiser. Voilà. Lorsqu'il y a un budget dégagé, il faudrait simplement se débrouiller pour que ce budget-là soit utilisé exclusivement pour l'objet dont il a été prévu. C'est important. Voilà, parce que chez nous aussi, dans la plupart bien sûr des pays qui ont les mêmes caractéristiques que nous, il y a souvent un décalage entre ce qui est annoncé et ce qui est fait. Voilà, qu'est-ce qu'il explique? Est-ce que parce qu'il y a les surfacturations, est-ce que bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que l'argent annoncé devrait aller à destination. Parce qu'on remarquera certainement beaucoup d'évolutions donc dans ce sens. En tout cas, ça a été un grand plaisir donc de partager donc avec vous. Peut-être la prochaine fois on pourrait trouver un format qui nous permettrait de pouvoir aussi recevoir des questions et surtout apporter donc des éléments de réponse, hein, comme nous l'avons fait avec 2 ou 3 structures de la place. Voilà, sous forme de meeting où vraiment donc, les gens posaient vraiment des questions et on essaye donc d'apporter un peu donc nos réponses. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui, tout en vous remerciant encore de votre aimable attention et en vous donnant rendez-vous très prochainement. Merci beaucoup, merci et vive le Sénégal.